C'est donc le Safer Internet Day aujourd'hui, mobilisation, grande mobilisation, c'est ce que nous verrons. Alors que la pandémie Covid-19 a réinventé le comportement des enfants et des jeunes en ligne, elle a aussi multiplié les atteintes et les crimes à leur égard. Quelles actions sont menées pour réduire ces risques auxquels les mineurs sont confrontés? Quels conseils peuvent nous livrer les professionnels qui combattent ce crime sur le terrain du numérique? On en parle avec la commandante Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes, une unité ultra spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs au niveau national et international. Également autour de cette table, Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact, qui est le premier pourvoyeur de signalement auprès des autorités de la plateforme Pharos opérée par le ministère de l'Intérieur. Alors à ce titre, Jean-Christophe Le Toquin, vous êtes également président d'INOP, qui unit une quarantaine de pays et de hotlines, plateformes de signalement à travers le monde, dans la lutte contre les contenus d'exploitation et d'abus sexuels des enfants en ligne. Également avec nous en visio, l'adjudant Régis Villette, qui est chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques, une des branches du Centre de lutte contre les criminalités numériques à la Gendarmerie nationale. Alors, on va commencer peut-être ensemble, Jean-Christophe, sur ce Safer Internet Day. Ce que l'on peut en dire, je dis que c'est une grande mobilisation mondiale. Est-ce que vous me le confirmez déjà? C'est la 18e édition, hein? Absolument. Donc, ça a été initié par l'Union européenne, en fait, en 2004. Et donc, tous les ans, c'est l'occasion de délivrer un message positif auprès des enfants, tout en, je dirais, prévenant sur les risques aussi qui sont associés à l'activité sur Internet. Et donc, c'est la grande messe annuelle sur le sujet. Et il y a quoi? 150 pays mobilisés autour de l'événement? Oui, c'est ça. Madame la commandante. Et alors, aussi, autre fait intéressant, c'est l'occasion pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets de communiquer sur leurs actions. Et j'ai vu que le gouvernement avait lancé un site aujourd'hui, je protège mon enfant.gouv. Est-ce qu'il y a d'autres actions notables, Jean-Christophe, qu'on peut signaler aujourd'hui? Cette année, c'est l'année du Covid, donc on en reparlera avec Madame la commandante, mais vraiment, c'était je veux dire, aujourd'hui, on est sous le signe de cette pandémie qui a fait exploser, malheureusement, et les violences intrafamiliales et les activités en ligne et les mauvaises activités en ligne. Donc ça, c'est le premier fait vraiment notable qui est totalement différent des années précédentes. Et l'autre aspect, c'est qu'on a souhaité, je dirais, mettre l'accent sur les héros de l'ombre, donc les équipes de Mme Béchu, les équipes de la gendarmerie, nos équipes d'analystes, pour vraiment faire comprendre ces métiers, parce que ces contenus sont vus par des gens et qui, derrière, entament tout un process pour protéger les victimes aujourd'hui et à l'avenir. Alors, effectivement, on va un peu rentrer dans les coulisses de ce combat contre le crime qui vise en particulier les mineurs. C'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Commandante Béchu, peut-être vous pourriez nous expliquer déjà à quoi ressemble le travail quotidien de vos équipes? Alors, mon unité est point d'entrée à l'international, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les signalements qui nous arrivent de nos homologues étrangers sur notre thématique de travail, donc la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On va, à partir de là, essayer de trouver l'infraction qui nous intéresse au regard de la loi française, puisque on peut avoir des signalements sur des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard de la loi qu'on applique en France. Et à l'issue, on va essayer de localiser, identifier tant les auteurs des exactions que les mineurs victimes. Et ensuite, soit on va garder au sein de mon unité le dossier pour le traiter, puisqu'on garde nous, ce qu'on appelle les hauts profils de risque, c'est-à-dire les abuseurs, ceux qui abusent d'enfants ou sont complices d'abuseurs d'enfants aux fins de produire des images et des vidéos qui seront ensuite diffusées au sein de la communauté pédocriminelle, que ce soit sur le ClearNet ou le Darknet. Et quand les signalements arrivent chez vous, c'est parce que justement ces agresseurs sont français ou pas forcément? Alors on peut avoir des agresseurs étrangers qui, via les réseaux de communication, abusent de mineurs à distance qui sont localisés en France. Donc dans ces cas-là, on est compétent. On peut avoir des abuseurs français qui produisent, notamment dans la cellule intrafamiliale ou parce qu'ils ont des accès facilités aux enfants. Ça peut être les entraîneurs dans le monde du sport, ça peut être... On a tout un panel de professions, en fait, ayant accès à des enfants facilités et donc qui en profitent pour abuser des mineurs. Et donc, quand c'est produit en France, c'est-à-dire quand les abus se passent en France, on est également compétent. Et puis, on peut avoir une victime à l'étranger
et l'abuseur en France. Donc là aussi, on sera compétent. Mais c'est uniquement le traitement à partir de contenus numériques, de diffusion sur Internet, sur lesquels vous travaillez. Oui, le vecteur de base, c'est quand même l'utilisation de moyens de télécommunication. Donc à partir du moment où ça a été diffusé au sein de l'Internet et que ça a été découvert, soit par nous-mêmes, puisqu'on peut créer des dossiers d'initiative, puisqu'on est l'unité qui forme à l'enquête sous pseudonyme, ce que tout à l'heure vous avez appelé la cyber-infiltration. Donc on peut initier des procédures en se faisant passer soit pour des victimes potentielles, soit pour des pédocriminels. On va alors à la chasse, à la recherche d'autres pédocriminels pour pouvoir se connecter et obtenir leur production personnelle. Et donc dans ces cas-là, on réussit à qualifier une infraction. Et ensuite, on localise l'abuseur et on localise la victime. Alors, on va donner la parole à l'adjudant Régis Villette qui est connecté avec nous par Skype, chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques à la Gendarmerie nationale. Bonjour. J'ai envie de vous poser la même question. En quoi consiste votre travail au quotidien? D'abord, par quoi ça commence? Alors concrètement, on va recevoir les données qui vont arriver d'une saisie d'un dossier police ou gendarmerie. Donc, basiquement, les unités locales vont interpeller un agresseur ou vont être saisies par une victime. Ils vont faire analyser le matériel informatique et toutes ces données vont être centralisées et remontées au niveau du Centre national d'analyse des images de pédopornographie pour pouvoir être exploitées, pour vérifier déjà si des données concernant cette victime ou concernant cet individu en tant qu'agresseur sont présentes sur les supports, et ensuite vérifier si dans toutes les autres données, on a des victimes qui sont identifiables ou d'autres agresseurs identifiables. Si on arrive sur la même victime ou même agresseur, on va retransmettre l'information à l'unité locale. Sinon, une enquête va être initiée à notre niveau, au niveau du Centre de lutte contre les criminalités numériques, pour tout ce qui peut être concerne des dossiers pouvant être gérés à notre niveau. Ou sinon, on va se mettre en relation aussi avec l'équipe de Véronique Béchu, si on a besoin de partir un peu plus loin ou on a besoin d'assistance. Et cette analyse des images, vous utilisez des outils automatisés? Alors, on a un peu d'intelligence artificielle sur nos outils pour pouvoir nous simplifier le travail. Basiquement, nos logiciels vont pouvoir comparer si les fichiers sont déjà connus de notre base et de la base Interpol, donc s'ils ont déjà été visualisés par quelqu'un. Et ensuite, donc, on va s'intéresser à tout ce qui est nouveau, donc tous les nouveaux contenus pour pouvoir vérifier si effectivement on a des abus qui ont été réalisés, qui n'étaient pas encore identifiés, pour lesquels on va pouvoir identifier nos victimes et nos auteurs. Je voudrais revenir à vous, Jean-Christophe Le Toquin, avec ce chiffre assez effrayant. C'est la France qui est le 3e pays hébergeur de contenu pédopornographique dans le monde. Comment on peut expliquer ça ? Alors, il y a une raison assez simple qui est positive, en fait, qui est qu'on a une extrêmement bonne infrastructure cloud, donc d'infrastructure d'hébergement de sites, très compétitive sur le plan économique. Et du coup, ça attire beaucoup de bons business, mais aussi un peu de très mauvais. Et c'est aussi pour ça que les Pays-Bas, eux, sont numéro 1. C'est aussi en raison de leur compétitivité, de leur offre cloud. Donc, on n'est pas affaire à du... Pourtant, les géants du cloud, on les voit plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Alors oui, après, il faut voir, par exemple, comparer les chiffres. Par exemple, nous, en 2019, depuis ça a augmenté avec l'effet Covid, on a reçu 30 000 signalements, dont la moitié étaient des contenus illégaux, qu'on a alors transmis et aux autorités et aux opérateurs concernés. 30 000, il faut comparer avec la plateforme Messenger, par exemple, qui à elle seule a signalé 16 millions de signalements aux autorités américaines, lesquelles ensuite, lorsqu'elles trouvent des adresses françaises, les envoient vers les services de Mme Béchu. Donc voilà le ratio. Donc en fait, on a effectivement sur l'hébergement une forte, on est numéro 3 mondial. Après, ce n'est qu'un indice parmi d'autres, l'activité et le trafic de ce genre d'images au niveau mondial. Est-ce que les hébergeurs jouent leur rôle dans la lutte contre ces contenus ? Alors, aujourd'hui, oui. En tout cas, nous, on est très fiers d'avoir OVH Cloud parmi nos membres et qui sont d'ailleurs vice-présidents de notre association depuis quelques mois et donc est un fort partenaire pour notre hotline. Aux Pays-Bas, tous les hébergeurs sont en discussion avec le gouvernement qui a mis un gros coup d'accélérateur sur ce sujet, considérant que c'était intolérable que les Pays-Bas soient aussi loin. Et donc là, alors, c'est un mélange de coopération volontaire et poursuivie par les autorités. Et en France, donc, ouais, pour nous, c'est OVH, notre grand partenaire, en ce qui concerne l'hébergement français. Mais au-delà de dire on va être partenaire de point de contact, ils ont des obligations légales, les hébergeurs. Oui, tout à fait. Il y a une obligation de suppression. Après,
La problématique, c'est que parfois, ils n'ont pas une obligation de regard sur le contenu. Donc c'est là où nous, on essaye d'entrer en scène, puisque nous, de par notre infiltration sur les réseaux, on peut voir ce qu'il y a comme contenu, et dans ces cas-là, nous faisons fort de les signaler afin qu'eux puissent les supprimer. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une requête, une procédure judiciaire, là, c'est simplement une alerte en amont, c'est ça? Oui, mais ensuite, Sans ils plainte, ont une obligation de suppression avec des deadlines légalement établis. D'accord. Donc normalement, ça devrait fonctionner. On devrait Oui. avoir un nettoyage effectué régulièrement. Alors, le nettoyage est effectué, plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Mais il y a une telle communauté pédocriminelle qu'en fait, les contenus se renouvellent quasiment instantanément. Et c'est bien la problématique. Et Jean-Christophe Le Toquin, donc Point de Contact, c'est un outil qui est disponible auprès de tous les internautes qui veulent signaler des contenus qui leur semblent préjudiciables ou criminels. Il existe aussi cette plateforme Pharos. Vous recevez-vous combien de signalements? Pourquoi on passe par vous? Quel est votre travail? Comment vous travaillez avec les autorités? Alors oui, effectivement, on nous pose souvent la question, comment on choisit entre Point de Contact? On voit du signalement des contenus illégaux. Pourquoi on irait voir Point de Contact? Pourquoi on irait voir ça fait différent? Pharos, l'équipe, je dirais le service officiel de la police? On va dire, pour schématiser, c'est un peu comme si vous hésitez entre le SAMU et les pompiers. Ce sont deux systèmes différents qui coopèrent entre eux et qui chacun amène sa particularité. Pharos, c'est la police. Donc si vous êtes, par exemple, convaincu d'avoir affaire à une victime, avoir affaire à un contenu hébergé en France et qui exige l'action de la police, signaler à Pharos paraît être le choix le plus logique. Certaines personnes peuvent avoir des réticences à aller à la police de peur que leur identité soit retenue, etc. Donc c'est là où nous, Point de Contact, on est une association publique-privée, on réunit tous les acteurs. Donc en vérité, on réunit et les acteurs industriels et les autorités qui sont directement dans notre association. Donc tout est transparent. Et donc nous permettons aussi de faire d'autres choses. D'abord, nous avons ce réseau international d'hébergement. Donc souvent, on ne sait pas où sont hébergés les contenus. Donc nous transmettons directement aux pays concernés qui ensuite, localement, font les fermetures de comptes. Donc ça, on a cet avantage-là. Et puis, on a aussi ce travail sur la reconnaissance du métier des analystes, un travail qu'on fait avec les autorités, où là, on travaille à faire connaître le métier d'analyste, d'investigateur, de modérateur. C'est quelque chose de très important pour nous. Oui, parce que c'est très éprouvant, j'imagine, d'être confronté en permanence aux crimes sur Internet et en particulier aux crimes sur des mineurs. C'est extrêmement perturbant pour les personnes. Donc, que ce soit à la police ou chez nous, il y a un suivi psychologique. Ceci étant, il y a aussi la difficulté que ce métier n'est pas encore assez reconnu. Donc, les gens qui font ce métier n'ont pas, on l'a vu dans le film Police, par exemple, de Mai Wen, on voit bien la dynamique n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas un soutien collectif de la société en faveur de ces métiers qui ont un problème d'attractivité et de reconnaissance. Et nous, en tant qu'acteurs publics-privés, on travaille énormément à cet aspect-là pour justement progressivement au moins dire, et c'est le cas aujourd'hui, voilà, reconnaître ces héros de l'ombre, dont l'adjudant Villette, les équipes d'Alain Béchu ou nos équipes. Et alors vous, ce n'est pas un travail d'enquête au sens policier que vous effectuez, mais au sens juridique, c'est-à-dire vous qualifiez, c'est ça le contenu ? Voilà, si vous voulez, nous on fait un peu rôle d'entonnoir, de filtre. Quelque part, on est un peu, on protège de l'inondation des signalements les services de police, puisqu'on reçoit les signalements, on en fait l'analyse et ensuite ce qui est sans valeur ou sans intérêt, on le jette évidemment, on ne traite pas. Et tout ce qui est pertinent, on le signale aux autorités. Donc pour eux, ça représente 30 000 signalements en 2019, mais beaucoup plus cette année ou 2020 et encore plus en 2021. Donc c'est autant de signalements qualifiés qu'ils arrivent et donc de le ressenti qu'on a des autorités. Il y a du temps aussi, oui. Voilà, c'est qu'ils ont... Alors, adjudant Régis Villadot, vous êtes formé à l'enquête sous pseudonyme. Moi, j'avais envie de vous poser la question de quelle est la particularité de ce type de travail et peut-être les difficultés. Alors oui, je suis formé. On est également aussi formateur pour la gendarmerie des enquêteurs sous pseudonyme. La particularité, c'est qu'il va falloir complètement changer notre point de vue quand on va enquêter sous pseudonyme. On va réellement rentrer dans un rôle. On va se faire passer soit pour une victime, soit pour un auteur. Donc on va dire entre guillemets que se faire passer pour une victime va être un peu plus facile parce qu'il va falloir jouer le rôle d'une jeune fille ou d'un jeune garçon et réacter comme elle sur Internet. Donc ça peut être encore assez facile, on va dire.
Par contre, quand on va vouloir aller sur certains réseaux plus importants et se faire passer pour un acteur, donc un agresseur sexuel de mineurs, il va falloir là rentrer dans un rôle, dans un personnage, et c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça, comme le dit Jean-Christophe Le Toquin, que nos unités ont un suivi psychologique aussi, de manière à pouvoir préserver des risques et surtout les détecter le plus tôt possible pour pouvoir y remédier. Et ça demande aussi de développer des connaissances particulières sur comment aller dépister des réseaux sur Internet, aller dans le dark web. Est-ce que ça demande aussi des connaissances techniques? D'un point de vue technique, pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué. La preuve, c'est que la majorité des gens arrivent à aller sur le darknet. Le plus compliqué, entre autres, c'est de détecter le réseau sur lequel ils sont, donc le forum particulier. Pour ça, on a l'avantage, comme l'équipe de Véronique Béchu, de pouvoir s'appuyer sur nos homologues à l'international, qui vont pouvoir dire, voilà, ces forums-là sont les plus importants. Donc, on va pouvoir aller traquer les francophones qui sont dessus. Et surtout, après, ça va être plutôt d'un point de vue utilisation d'outils spécifiques et de savoir comment utiliser ces outils de manière à pouvoir collecter les preuves de manière sécurisée pour les utiliser en procédure. C'est surtout ça où la particularité. Et ces outils d'identification, ils sont de quel ordre? Alors, au niveau d'identification, ça va être surtout sur l'analyse du contenu pur à notre niveau, donc des images et des vidéos, essayer de détecter les éléments dans ces contenus qui peuvent nous permettre de localiser si c'est en France ou pas, donc par rapport à certains petits détails comme des marques de produits. Et après, on va pouvoir vérifier si c'est en France, on va après lancer une enquête et traiter l'identification classique comme dans toute procédure avec les visages des personnes ou des détails de localisation. Commandant de Béchu, il y a aussi un nouveau phénomène qui est le live streaming. Alors, je ne sais pas si c'est tellement nouveau, mais en tout cas, ça pose peut-être des nouvelles problématiques dans l'enquête, puisque là, on est sur de la diffusion de flux en direct. Comment est-ce qu'on les trouve? Comment on les intercepte? Alors, le live streaming, effectivement, n'est pas une thématique nouvelle. Par contre, ça a pris une large ampleur en France dernièrement. Et là, avec le confinement, ça a complètement explosé. Alors, ce phénomène est très particulier parce qu'il implique à la fois notre territoire national, mais également la coopération internationale. Et c'est là que rentre en ligne de compte la complication, parce qu'il faut vraiment développer l'aide à l'international, les contacts. Pourquoi ça implique particulièrement l'international? Parce qu'actuellement, plusieurs pays sont ciblés. Alors, le phénomène a pris naissance aux Philippines. Il y a encore, c'est un fléau qui gangrène la société philippine actuellement. Il y a quelques pays d'Europe qui se livrent également à ce phénomène. Donc on tourne en direct des viols, des agressions sexuelles. C'est ça, ça va des abus sexuels jusqu'aux actes de torture et de barbarie. Il faut savoir que ce sont des sessions de plus ou moins longue durée et à un coût financier très pauvre, en tout cas pour les pays dits clients, puisque il faut savoir qu'une demi-heure de viol sur un enfant prépubère, donc de moins de 10 ans, c'est à peu près 15 €. Et nous, là, actuellement, on est en pleine interpellation au sein de mon unité d'un individu qui a dépensé depuis une dizaine d'années environ 100 000 €. Et comment vous, alors donc je reviens aux outils. Comment est-ce que vous arrivez justement à remonter jusqu'à l'origine, à trouver les gens qui regardent ces vidéos, parce que j'imagine qu'ils utilisent forcément des VPN ou en tout cas des moyens de brouiller les pistes. Alors, on a monté un protocole qui nous permet d'allier plusieurs partenariats, que ce soit l'analyse des flux financiers, que ce soit la coopération avec les collègues policiers. Donc c'est Interpol, Europol? Alors, Interpol, Europol peuvent entrer en ligne de compte, mais la collaboration bilatérale est quand même plus aisée à un certain niveau. Après, quand on a besoin d'autres éléments, de recoupement, etc., bien évidemment qu'on fait appel à Interpol, à Europol, parce qu'ils ont une grande base de données. Par contre, tout se monte en amont, le dossier se monte en amont. On travaille avec le parquet de Paris sur ces dossiers, puisqu'ils exercent leur concurrence, leurs compétences concurrentes. Et donc, on va travailler toujours avec les mêmes partenaires. On va pouvoir développer une mécanique d'investigation qui devient automatique. Et ensuite, on va essayer de détecter le plus de cibles françaises possible.
Jean-Christophe Le Toquin, vous diriez qu'aujourd'hui on est suffisamment armé, on est bien armé pour lutter contre ces crimes sur Internet? Alors, je dirais qu'on n'a jamais été autant dépassé par les événements et jamais autant prêt à faire une bascule. C'est-à-dire que je crois que dans les 5 prochaines années, on fera plus de progrès que dans les 20 dernières. En termes de déploiement des technologies, les technologies sont matures, mais elles sont peu encore déployées au niveau mondial. On en a des bribes au sein de chez nous, de la police française, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. En tout cas, elles sont prêtes, elles sont abordables. On bénéficie aussi des technologies de cloud et toutes ces technologies vont être déployées bientôt, là, dans les années qui viennent. On s'y emploie au niveau mondial. Et on a aussi un soutien sans précédent, et je tiens à le dire assez solennellement, des autorités. C'est-à-dire, on n'en parle pas en France, mais la commissaire européenne aux affaires intérieures, la commissaire Johansson, est extrêmement dynamique et il y a une stratégie européenne, enfin, depuis le mois de juillet, sur ces sujets. En France, nous, on doit rendre un coup de chapeau et un grand remerciement à Marlène Schiappa, Madame la ministre déléguée à la citoyenneté, qui soutient Point de Contact d'une manière sans précédent par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes. Aussi sur les questions de discrimination et de haine. Il faut pas. Oui. On parle beaucoup d'aspects pédocriminels, mais il y a aussi beaucoup de souffrance sur le harcèlement et la discrimination. Et là, donc, Madame Schiappa est extrêmement motivée. Donc, ça se réveille au Parlement européen aussi, la députée européenne Laurence Faringue, qui est très mobilisée sur le sujet. Donc on a une série de personnalités, Brigitte Lherbier au Sénat, voilà, toutes. Alors il n'y a que des femmes, sans doute il y a peut-être un problème de leadership chez nos amis masculins, chez nos... Adrien Taquet quand même. Adrien Taquet, c'est vrai, sur le... qui intervient Jean-Christophe Le Toquin. Sur l'inceste, oui, mais bon. Et donc voilà, donc on est à un tournant, sérieusement, et c'est vrai que là, que ce soit au niveau national et européen, on sent que les choses bougent et les années prochaines s'annoncent, à mon avis, déterminantes et on va voir du recrutement dans nos secteurs et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de recrutement et de montée en capacité chez nos amis, la gendarmerie. En tout cas, en termes d'outils, d'innovation, vous dites aujourd'hui, on est paré. On est paré, la technologie est là. Elle est abordable. On parle de moyens, je dirais, assez peu coûteux par rapport à l'ampleur, à la gravité des sujets et l'impact sur les victimes. Donc là, on n'a plus de problème vraiment de technologie. On a des cas très difficiles comme le live streaming, où là, on est sur des communications privées, chiffrées. Donc là, c'est pas des informations disponibles facilement. Donc là, il y a un énorme travail de montée en compétences et de déploiement d'agents, d'enquête. Donc là, c'est un travail effectivement très colossal. Mais si vous voulez, sur le plan des technologies, on a des choses prêtes qui ne demandent qu'à être déployées et la volonté politique est en train d'arriver. Bon, merci beaucoup. Je n'ai pas le temps de redonner la parole à l'adjudant Régis Villette, qu'il m'en excuse. C'est vrai qu'on prend le temps d'expliquer les choses sur ce sujet hautement sensible et important. Et on rappelle l'importance du signalement si vous croisez lors de vos surfs des contenus qui vous semblent heurter la sensibilité des mineurs ou être explicitement criminel. Merci beaucoup Régis Villette, donc chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques à la Gendarmerie nationale, commandante Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes, et Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact. Juste après la pause, on change de sujet. On va s'intéresser à l'envers du marché de l'attention.